Vu qu'on avait rajouté un drapeau à la Maison du Barreau là, ce soir, nous inaugurons aujourd'hui un grand cycle de débats et d'échanges sur l'avocat dans la démocratie et l'avocat et le politique. Au XVIIIe siècle, il y avait 200 robes noires à l'Assemblée nationale. C'était le bon temps. La Ve République a un peu modifié les choses, mais les avocats sont toujours debout et restent un phare dans la démocratie. Ce qui est magnifique dans notre profession, c'est de pouvoir faire échanger des personnes ayant des sensibilités différentes, ayant des opinions différentes. Nous avons en commun notre serment et notre robe qui nous fédère. Et après, on va tous boire un verre. D'ailleurs, après, on va tous boire un verre ensemble au 3e étage, aux frais du barreau. D'ailleurs, nous recevrons en décembre Raphaël Kempf et Thibault de Montbrial. Aujourd'hui, nous parlerons de justice, de droit et peut-être d'autonomie de la Corse. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le sénateur de Paris, Francis Spinner, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre et du Conseil national des barreaux, et Monsieur le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, ancien avocat au barreau de Bastia. Et je cède la parole à mon amie Marie-Hélène Fabiani, que j'adore, et puis je peux vous le dire, nous avons travaillé 10 ans ensemble, et donc elle est brillante. Marie-Hélène, tu as la parole, et on se retrouve tous après au 3e étage pour le verre de l'amitié. Bonsoir, merci d'être là tous les deux. Effectivement, c'est un cycle de conférences. Nous inaugurons le cycle aujourd'hui avec 2 éminents confrères. Et l'idée de ce cycle de conférences est d'entendre des confrères qui ont un parcours, enfin des confrères hommes politiques, c'est-à-dire des confrères qui ont un parcours étonnant pour entendre leur parcours, leurs idées et leurs combats. Mais derrière tout ça, l'idée est de trouver peut-être le dénominateur commun et peut-être l'ADN de la profession d'avocat, ce qui fait que vous êtes des hommes politiques un peu différents parce que vous êtes avocat. Ou pas d'ailleurs, en fait, on verra. Je propose, alors évidemment, je pense que tout le monde dans la salle, tout le monde vous connaît, mais je vais essayer de résumer très rapidement, mais très très rapidement, votre parcours et vous compléterez si jamais. Alors, Francis Spinner, vous avez prêté serment en décembre 1975, ce qui veut dire que l'année prochaine, nous fêtons vos 50 ans de barreau, au 3e étage normalement. Sous mon mandat. Sous ton mandat, voilà. Donc vous êtes ancien secrétaire de la conférence, ancien membre du Conseil de l'Ordre, ancien membre du Conseil national des barreaux. Et surtout au niveau des dossiers, vous êtes intervenu dans des centaines de dossiers importants, certains médiatiques. Je cite dans le désordre, vous avez été l'avocat d'Alain Juppé, de Jacques Chirac, de Bokassa, de Madame Claude, c'est une liste à la Prévert, mais il y a peut-être une cohérence. Du fondateur du GIGN, du fils de Samuel Paty, des proches d'Ilan Halimi. Et dernièrement, vous avez obtenu un magnifique acquittement du commissaire des stupes. Donc ça, c'est bravo. Et finalement, vous entrez en politique assez tôt, puisque vous prêtez serment en 75 et en 78, vous avez votre première élection que vous perdez. J'en ai perdu beaucoup. Et finalement, vous êtes élu maire du 16e arrondissement de Paris en 2020, puis sénateur en 2023. Justement, en tant que sénateur, le 10 octobre dernier, vous avez déposé une proposition de loi très intéressante et je pense que tous les avocats pénalistes dans la salle vous remercient, puisqu'il s'agit de faciliter la reproduction des pièces du dossier pénal. Peut-être que vous en parlerez, on verra. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et par mon biais, d'ailleurs, son président, je vous prie de l'excuser. Et vous avez même écrit beaucoup de bouquins, notamment un qui a quand même été adapté à l'écran par Chabrol. On est d'accord? C'est pas rien. Jusqu'à présent, ça va. Ok. Gilles Simeoni. Donc vous avez prêté serment en 1994. Oui. Et vous avez momentanément ou pas, vous nous direz, lâché la robe en 2014. Alors, à l'instar de Francis Spinner, en fait, on peut dire que vous êtes une star vous aussi, c'est-à-dire que star du barreau pénal. Vous avez pendant 20 ans géré beaucoup de dossiers terreaux liés au nationalisme corse, beaucoup de dossiers de grand banditisme. Le cercle Wagram, le dossier Yvan Colonne. Donc, vous faisiez partie, pendant vos 20 ans de bar, des avocats des mieux ranking et banking comme Francis Spinner. Comme Francis Spinner, vous militez jeune, mais pour le coup, vous arrivez en politique, alors, ce qui est un peu logique quand on a le père qu'on a.
Et vous arrivez en politique bizarrement assez tard, ou pareil, vos premières élections, vous les perdez. Et vous êtes maire de Bastia en 2014. Et c'est là le point de bascule, puisqu'en 2014, vous décidez de raccrocher la robe et de vous consacrer uniquement à votre vie politique. Vous êtes élu aux élections territoriales en 2015. Puis vous réitérez en 2018 avec une majorité plus large. Et vous êtes aujourd'hui le président du Conseil exécutif de Corse. Et donc, quand on rappelle votre palmarès avocat à tous les deux, la question qui vient spontanément, c'est mais que diable allez-vous faire dans cette galère en décidant d'être homme politique, si tant est que la vie politique soit une galère ou pas? Je pense qu'un avocat, d'abord, est toujours confronté à la loi. Et il lui arrive de trouver que la loi est injuste ou que la loi est mal faite. Et donc, il a envie, à un moment donné, de la corriger et de s'engager. Gisèle Halimi est devenu député après s'être battu pour l'interruption de grossesse. Robert Badinter est devenu garde des Sceaux pour abolir la peine de mort. Donc je vois, ce métier nous oblige à nous poser la question, est-ce que la loi est satisfaisante? Comment peut-on la changer? Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il n'y a que la politique pour le faire. Ensuite, quand on est avocat, on s'intéresse aux gens, à la vie des gens, à quelque chose de concret. Et le mandat, sans doute... même si à Paris c'est un peu différent, mais je pense que le mandat le plus passionnant, c'est le mandat de maire. Et je suis sûr que Zuccarelli, qui a été battu, ça a été le grand drame de sa vie quand Simoni a pris la mairie de Bastia. Mais à ce moment-là, on est dans le concret. Finalement, quand on est face au juge, l'avocat a toujours une frustration. Parce que c'est le juge qui décide. L'avocat propose, l'avocat conteste, mais l'avocat ne décide pas. Et la politique, c'est décider. Et donc, à un moment donné, on a envie de décider, on a envie d'agir, et donc, on s'engage. Et après, le mandat parlementaire est intéressant, parce qu'évidemment, quand on aime le droit, moi je suis membre de la commission des lois du Sénat, par exemple, lorsqu'on voit cette décision stupide où l'USM attaque le décret devant le Conseil d'État et gagne pour empêcher les avocats de consulter le dossier et de prendre des notes, c'est absurde. Et là, on est très content d'être législateur et d'essayer de corriger. Et puis, c'est des débats qui font que, pour un avocat qui s'intéresse à toutes les pans du droit, évidemment, nous allons peut-être avoir un débat au Parlement sur la fin de vie. Ce n'est pas un débat médiocre, c'est un débat passionnant, c'est un débat qui dépasse les clivages gauche-droite. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est satisfaisant de dire « je ne subis plus la loi, je la fais ». Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir, maître, merci. Bonsoir, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs, chers confrères, cher Francis. Bon, très heureux d'être ici, ému aussi. Je vois beaucoup de visages qui me rappellent des moments très importants de ma vie. Pour répondre à votre question, avocat et engagement politique, et pour essayer d'être aussi sincère que possible. Donc moi, je viens d'une famille très engagée au plan politique. Mon père était un responsable politique de premier plan en Corse. Il a fait partie, dès les années 60, de celles et ceux qui ont fait revivre l'idée d'abord régionaliste, ensuite autonomiste, enfin qualifié de nationaliste, même si le terme en Corse n'a pas du tout la même portée qu'il peut avoir en France en général et en Europe. Donc je dirais que le militantisme et l'engagement ont été très présents, y compris à mon corps défendant dans les premières années de ma vie, avec un détour par le droit pénal, puisque mon père et mon oncle ont été souvent en garde à vue, quelquefois interpellés, en fuite pendant plusieurs mois pour mon oncle Germain, et incarcéré à 2 reprises pour mon père, et la deuxième fois à l'occasion d'un événement, les événements d'Alieri, qui ont été considérés comme l'événement fondateur du nationalisme corse moderne, avec malheureusement 2 gendarmes tués, un militant nationaliste grièvement blessé, et mon père qui avait été arrêté et qui à l'époque encourait, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais encourait du chef des inculpations qui avaient été retenues à son encontre, 2 fois la peine de mort et 1 fois la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, politique très présente, à tel point que je m'en suis détaché, bien que lycéen et étudiant engagé, mais j'ai voulu construire ma vie en dehors de la politique.
Et j'ai eu cette rencontre avec la profession d'avocat qui, pour moi, comme pour beaucoup de celles et ceux qui sont ici, est un sacerdoce et une passion. Et j'ai longtemps pensé, de bonne foi, je crois, que je ne ferais rien d'autre que d'être avocat. Et bon, je citerai aussi Antoine Solacaro, que beaucoup ont connu ici, et qui disait, quand on lui disait « vous êtes un avocat nationaliste », il disait « non, je ne suis pas un avocat nationaliste, je suis un avocat ». Ceci pour dire que notre engagement dans la profession, notre serment, notre robe sont des éléments fondamentaux, je crois, de notre trajectoire personnelle. Et puis après, pour des raisons volontaires, involontaires, conscientes ou inconscientes, la politique m'a rattrapé, d'abord comme militant, ensuite quelquefois comme candidat très malheureux aux élections, avec des scores souvent dérisoires, et puis une succession de hasards qui a fait que les choses, finalement, grâce au travail de celles et ceux qui nous avaient précédés, se sont cristallisées, se sont accélérées très vite, jusqu'à une première victoire aux élections municipales de Bastia, qui a été un peu fondatrice. J'avais pris l'engagement devant les électrices et les électeurs au début de la campagne que, pour le cas où je serai élu, je me consacrerai tout entier au mandat de maire, parce que je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un mandat qui est à la fois passionnant et extrêmement prenant. Donc je me suis consacré à ce mandat, et puis 1 an et demi après, il y a eu la victoire aux élections territoriales. Et donc, en tant que président du conseil exécutif de Corse, effectivement, je me suis consacré à ces activités. Et dernier mot, je pense que un des éléments importants, me semble-t-il, de notre formation d'avocat et de notre culture d'avocat, c'est le respect du contradictoire, l'attachement au respect du contradictoire, et donc le respect profond de la parole différente de la nôtre. Alors ça devrait être la règle en politique, dans une démocratie. Ce n'est pas toujours le cas, et il me semble que de façon générale, les avocates et les avocats, parce qu'ils ont cette culture du contradictoire, parce qu'ils savent que la vérité est souvent protéiforme, selon le point de vue depuis laquelle on la regarde. Je crois qu'on a peut-être une appétence pour la tolérance et la capacité à écouter l'autre un peu plus développée, peut-être, que celles et ceux qui ne sont pas avocats. En tout cas, je l'espère. Donc, si je comprends bien, vous voulez influer sur votre environnement et en même temps, vous pensez avoir des capacités, de par votre métier d'avocat, pour être un bon homme politique, à savoir l'esprit de, justement, contradictoire. Qu'est-ce que vous voyez comme haute qualité qui pourrait être intrinsèque à la profession d'avocat, qui font partie de notre ADN, qui font ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous permettent d'être meilleur comme homme politique parce que vous êtes avocat ? Je pense que la première qualité, c'est que les avocats restent indépendants. Quand je vois à la commission des lois des avocats qui siègent dans le groupe socialiste, sur certains sujets, le réflexe de l'avocat l'emporte, et souvent, on voit que ceux qui sont avocats, membres de la commission des lois, protestent lorsqu'ils ont le sentiment que les libertés publiques sont un peu malmenées. Après, il y a aussi le talent. Gilles Simeoni est venu devant la commission des lois pour parler de la Corse. Il a fait un tabac. Et ça ne changera pas grand-chose, je pense, sur ce qu'il a proposé sur le fond, mais sur le moment, les gens étaient subjugués. Parce qu'il a vendu avec talent, parce qu'il y avait la sincérité, il y avait la conviction, il y avait la logique de l'avocat. C'était une plaidoirie formidable pour sa vision qu'il a de la Corse. Et en plus, il l'a fait avec intelligence, en bon avocat. Il savait à qui il parlait, il savait ce que, non pas les gens avaient envie d'entendre, mais la manière de le dire. Et oui, je pense que le métier d'avocat sert, et que franchement, lorsqu'il est parti, tous étaient là en disant on ne le voyait pas comme ça. Et ça a changé, je crois, beaucoup de choses. Et même sur la marge, je pense que ça aura quand même des incidences. Bon, après, sur le fond, il y a de grandes divergences, évidemment. Mais oui, je crois que c'est à la fois l'esprit d'indépendance
et puis la manière de construire une argumentation. Et construire une argumentation, il y avait à la fois l'émotion. Je sais que beaucoup sont venus pour qu'on parle à un moment donné de l'autonomie de la Corse, et notamment des points de divergence sur, par exemple, la notion de peuple corse. Mais quand Simeoni en parle, on se dit, bon, il dit des choses qui marquent, qui sont vraies, parce qu'il connaît son dossier. Parce qu'ensuite, le problème, c'est le travail. Et les bons avocats travaillent. Et donc, lorsqu'ils parlent, ils justifient leurs choses par des événements, par une histoire, par quelque chose qui fait qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Et je pense que les qualités d'indépendance et les qualités de travail, dans un monde où les gens ne travaillent plus, ou ne travaillent pas assez, dans un monde qui est, sur le plan de la culture, un peu déficient, je ne vais pas résister au plaisir, mais quand vous entendez le député LFI des Bouches-du-Rhône lire, et quand on lui dit qui est Pétain, et qui vous dit je crois que c'est un raciste, vous comprenez qu'à ce moment-là, les avocats ont quand même, par leur culture, par le sens de l'histoire, quand même des atouts. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ces mots qui sont trop gentils. C'est vrai que l'indépendance est quand même une vertu cardinale de l'avocat. La retrouver, essayer de la conserver dans le cadre de notre engagement politique, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, vous l'avez dit. Deuxièmement, je crois qu'un vrai avocat et un grand avocat n'est jamais méchant à la fin. Il cherche toujours, à retenir l'argument, y compris l'argument qui peut être défavorable à sa thèse initiale, et c'est bien comme ça. Mais vous me faites un peu penser à un juge qui disait « Vous avez très bien plaidé, maître », et qui dépassait de 2 ans les réquisitions du parquet. Donc, je m'inquiète un peu. Je sais que le rapport de la commission sénatoriale devrait être rendu d'ici la fin du mois d'octobre. Bon, donc je vais le lire avec attention. Mais en tout cas, ce que je peux dire sans flagornerie, c'est vrai que j'ai été très heureux de pouvoir échanger longuement avec les membres de la commission sénatoriale, que ce sont des moments précieux. Et je crois qu'in fine, même si, comme vous l'avez dit, sur l'essentiel, on conserve ses convictions, on ressort nécessairement changé et amélioré de ce type d'échange. En tout cas, moi, j'ai été frappé par la qualité des débats que nous avons eus, avec qu'il s'agisse des sénateurs ou des députés, dans la grande diversité de leurs opinions, à part quelques-uns qui étaient peut-être vraiment totalement hermétiques, encore que. Je crois que ce sont des moments importants parce que, quelque part, ça montre aussi que la démocratie fonctionne. Après, le dernier mot, et vous y avez fait un peu référence, je pense que le personnel politique, de façon générale, a beaucoup évolué, notamment ces dernières années, et que peut-être ce que les avocates et avocats amènent, vous l'avez dit, c'est une culture du travail, la volonté de connaître son dossier de façon générale. Je pense qu'on est tous des anxieux et qu'on n'aime pas ne pas se rappeler d'une côte, d'un argument ou de quelque chose. Et je ne suis pas certain qu'on le retrouve avec la même acuité chez tout le monde. Et le dernier élément, c'est peut-être aussi un rapport à l'histoire, à la culture, quelquefois à la littérature, qu'on ne retrouve pas toujours chez les femmes et les hommes politiques de la nouvelle génération. Je vais prendre un exemple tiré de mon expérience personnelle. Alors même que le dossier Corse était présenté, identifié par le gouvernement comme un dossier important, voire prioritaire, j'ai eu, lors des années qui se sont écoulées, en face de moi, des interlocutrices ou interlocuteurs, y compris de rang ministériel, qui ne savaient pas qu'il y avait eu 2 lois d'amnistie en Corse, ou qui ne savaient pas que la Cour de sûreté de l'État avait existé, ou qui ne connaissaient rien de l'histoire, qui ne savaient pas, par exemple, qu'il y avait une constitution. Mais encore à la limite, si on remonte 2 siècles en arrière, mais je veux dire, quand vous êtes en charge d'un dossier, qui est quand même un dossier, il faut savoir, parce que sur la question des prisonniers politiques, je précise prisonniers politiques, ça ne veut pas dire prisonniers d'opinion. Prisonniers politiques, ça veut dire des gens qui sont incarcérés, éventuellement recherchés, condamnés pour des relations, pour des faits en relation avec la situation politique, économique, sociale de la Corse. C'est le terme qui avait été retenu par les 2 lois d'amnistie de 1980 et 1988.
Ne pas savoir, lorsqu'on est ministre en charge du dossier Corse, qu'il y a eu 2 lois d'amnistie, parce que, par exemple, votre interlocuteur vient vous dire, mais écoutez, nous, on ne demande pas l'amnistie, on demande simplement l'application du droit, c'est-à-dire le droit au rapprochement en fin de peine, et qu'on vous dit, mais enfin, l'amnistie, vous n'y pensez pas, vous ne vous rendez pas compte, il n'y a jamais eu d'amnistie en France, y compris en oubliant l'amnistie de la guerre d'Algérie, par exemple. Je pense que c'est quand même une déficience. Et je ne pense pas qu'un avocat ou une avocate se livre à ce genre d'erreur. Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut amener. Effectivement, un travail acharné, une certaine indépendance. C'est vrai que, enfin, vous le vivez encore parce que vous êtes toujours avocat et vous l'avez vécu, les avocats sont plutôt solitaires dans leur traitement des dossiers. Est-ce que vous retrouvez cette solitude dans l'exercice du pouvoir ? Je pense que bon, l'avocat, même si la profession aussi a beaucoup évolué, en tout cas la profession telle que moi je l'ai exercée, c'était une profession d'artisan avocat, donc généraliste, à titre principal dans un barreau de province, dans des structures qui sont des structures vraiment à taille humaine. Et c'est vrai qu'il y avait ce goût de l'individualisme, même si on a toujours plaisir aussi à se retrouver dans nos codes, dans nos rites, dans la vie du barreau, et que c'est très important. Mais je crois que fondamentalement, l'avocat aime bien aussi, ou l'avocate aime bien aussi être seul avec son dossier, ses codes, travailler son rapport au client, etc. Après, le pouvoir, on pourrait en parler des heures. Je manque encore d'expérience. J'espère encore faire 20 ou 25 ans. Pour pouvoir... Non, sérieusement, c'est vrai que l'exercice du pouvoir isole, par définition, qu'il peut quelquefois enivrer, qu'il peut vous couper, ou qu'il risque à tout moment de vous couper de certaines réalités, que le rapport aussi aux gens est forcément modifié, parce que vous pouvez avoir des interlocutrices ou des interlocuteurs qui vont en vous tantôt un adversaire, tantôt un risque, tantôt potentiellement quelqu'un qui peut vous rendre un service, surtout peut-être en Corse. Donc c'est vrai que ça modifie le rapport aux gens, et que il y a aussi des militants, je pense notamment par exemple à mon père, je crois, qui faisait beaucoup de politique, mais qui pensait la politique uniquement en termes de révolte contre l'injustice, et qui, à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de s'approcher du pouvoir, ont refusé de l'exercer. Et moi, très modestement, je pense qu'il faut avoir le courage d'accéder aux responsabilités, avec la part de frustration que cela implique, quelquefois aussi la part de renoncement par rapport à son idéal initial, sans rien concéder sur l'essentiel. Mais le réel oblige aussi à des concessions qui sont souvent source de frustration, qui génèrent des critiques violentes, y compris de celles et ceux qui ont été ou qui sont vos amis. Et donc toute cette part de l'exercice du pouvoir est une part qui est extrêmement douloureuse. Et à chaque instant, il faut essayer de s'interroger soi-même pour savoir si on a trouvé le point d'équilibre entre la concession nécessaire et celle qui va trop loin et qui vous entraîne sur le chemin du renoncement et éventuellement du reniement. Donc cette question-là, je crois qu'elle est consubstantielle de l'exercice du pouvoir, et qu'elle est très angoissante quand on va vers ce pouvoir et cet exercice des responsabilités avec, à titre principal, la volonté d'essayer de faire mieux. Et moi, et je termine, et j'essaye toujours de me regarder moi-même en me disant, est-ce que cette décision-là est assumable par rapport à ce que tu considères essentiel. Et j'espère ne jamais avoir divergé par rapport à cette exigence-là. Voilà.
En ce qui concerne l'avocat, quand j'ai prêté serment, vous avez rappelé, c'était il y a longtemps, être avocat, c'était un exercice individuel et une réussite individuelle. Aujourd'hui, une partie de notre barreau est dans une véritable entreprise. Le champ d'activité n'est plus le même. Donc c'est vrai qu'au départ, nous étions individualistes. En ce qui concerne la politique, moi j'ai toujours conçu la politique comme une aventure collective. Parce que si nous sommes là, c'est parce que des tas de gens nous ont aidés, ont milité avec nous, ont sacrifié une partie de leur temps, de leur vie de famille, de leurs loisirs, pour faire triompher leurs idées. Maintenant, le pouvoir est une leçon d'humilité. Parce que quand on arrive, on est plein de grands principes, et puis on se heurte à la réalité de la politique. Et la politique, au-delà de l'idéal, c'est l'art du possible. Et le possible n'est pas toujours facile à réaliser, et donc on s'aperçoit que finalement, par rapport à tout ce qu'on veut faire, il y a toute une série de freins, de choses qui font qu'on n'y arrive pas. Et donc la question, c'est de savoir à un moment donné, est-ce que finalement le bénéfice de l'action est supérieur au fait de ne pas faire de politique? Et si on a le sentiment qu'à un moment donné, ce qu'on fait ne sert à rien, je crois qu'il faut arrêter. Voilà. Et c'est vrai que la politique, c'est ce que disait Aron, c'est l'art du possible. Et donc c'est le compromis. Et parfois c'est agaçant. Je vais prendre un exemple, ce qui me permettra de mettre les pieds dans le plat des sujets que certains voudraient voir abordés. Je sais qu'il y a dans cette salle beaucoup de croyants de l'autonomie. La grande différence entre eux et moi, c'est qu'eux ils sont croyants, mais que moi j'ai été pratiquant. Puisque j'ai été directeur de cabinet du président de la Polynésie, qui est sans doute le territoire de France qui a le plus grand statut poussé d'autonomie. Quand je suis arrivé en Polynésie, je me suis aperçu avec stupéfaction que la prison relevait de la compétence du territoire. Ce qui fait d'ailleurs que j'avais des gardiens de prison qui pouvaient faire grève. Et cette prison était un scandale. La prison de Nutania était un véritable scandale. Et donc j'ai appelé le haut-commissaire en lui disant il faut faire quelque chose, car si vous ne faites rien, je vais relâcher les prisonniers, considérant qu'ils sont détenus dans des conditions indignes. Je dois dire que le barreau de Papeete ne m'a pas beaucoup aidé. Bon. Finalement, je me suis retrouvé avocat pénaliste à envisager de construire une prison. Combien ça coûte, comment on va faire? Très fièrement, j'ai été braqué l'État par le biais d'un contrat de plan et j'ai obtenu que l'État participe à 30 millions, c'était Rocard qui était Premier ministre, que l'État participe à la hauteur de 30 millions de francs à un plan, mais il fallait à ce moment-là que le territoire mette de son côté aussi 30 millions. Et donc je suis rentré tout fier de moi à Tahiti en disant voilà, j'ai récupéré 30 millions de l'État. Et à ce moment-là, le président a appelé le ministre du budget et nous avons une discussion, est-ce qu'on peut mettre 30 millions? Et comme nous étions en année électorale, le ministre du budget a fait remarquer au président que 30 millions pour les tollards en année électorale, c'était certainement pas le meilleur investissement. Et compte tenu de la situation budgétaire, mon contrat de plan a échoué. Et il a fallu 30 ans pour qu'on construise une nouvelle prison convenable, digne à Tahiti. Et donc voilà, ça c'est la politique, c'est quand vous avez la frustration de dire que vous voulez faire quelque chose qui est humainement nécessaire et souhaitable, et que vous n'y arrivez pas pour des raisons qui sont des raisons de choix, et que tout le monde ne partage pas vos choix. Donc la politique, c'est aussi une leçon d'humilité. J'ai une dernière question personnelle. C'est que vous rebondissez sur les prisons, c'est qu'en réalité, vous êtes tous les deux avocats pénalistes, et vous savez ce que c'est que la vie d'un pénaliste. C'est-à-dire que vous partez en prison assez loin, où il y a des parloirs sordides, les audiences correctionnelles ne se passent pas toujours bien et c'est compliqué. Donc vous avez vécu ce qu'on pourrait appeler le bas. Et à l'inverse, vous êtes dans les ors de la République. Je mets il y a beaucoup de dorures au Sénat, je vous le confirme. Il y a beaucoup de dorures. On vous écoute désormais, contrairement à certaines plaidoiries en correctionnel. On vous flatte. Vous avez été directeur de cabinet Alexandre Léonteff, c'est ça, 90-91. Donc vous connaissez le haut. Et finalement, j'ai une question assez philosophique, voire maçonnique. Ce qui est en bas est-il comme ce qui est en haut? Vous avez 3 heures. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que d'abord,
heureusement d'ailleurs, les avocats, je ne suis pas toujours d'accord, mais il y a l'Observatoire international des prisons, qui est animé par les avocats. Il y a des associations, la Ligue des droits de l'homme, qui fut une grande association, qui maintenant usurpe le prestige qu'elle a acquis au fil des années. Mais moi, j'étais membre pendant 15 ans de la Commission nationale des droits de l'homme. Quand Henri Leclerc parlait, on écoutait Henri Leclerc. Donc, je pense que même celui qui n'a pas de pouvoir, heureusement, les contre-pouvoirs, ça existe. Et que les avocats, le bâtonnier de Paris, par exemple, de temps en temps, peut dire des choses et parler. Je pense, non pas parce qu'il a été mon associé, mais à Vincent Nuret, qui, sur les perquisitions, a quand même défendu le secret professionnel. Donc, il n'y a pas le haut et le bas. Il y a une interaction, et la politique, c'est un rapport de force. La politique, c'est un rapport de force. Et donc, ce que vous appelez le bas peut aussi se faire entendre. À la limite, l'avantage du bas, c'est qu'il peut critiquer librement parce qu'il n'assume pas la responsabilité. Mais c'est nécessaire pour interpeller celui qui est au pouvoir. Donc je pense que ce n'est pas une différence si marquée en réalité. Je pense que c'est une interaction entre une société civile qui remplit son rôle, qui n'a pas d'ailleurs souvent... L'homme politique est censé incarner l'intérêt général. L'avocat incarne parfois un intérêt particulier qui peut rejoindre l'intérêt général. Donc, je ne fais pas cette division d'une manière si tranchée. Moi, je pense qu'il y a des avocats de gauche, il y a des avocats de droite. Qui ne sont ni de gauche ni de droite. Non, mais je pense que fondamentalement, l'avocat, quelles que soient ses opinions politiques, quand même, quand on porte la robe, lorsqu'on a prêté serment, et on sait que c'est important, on reste fondamentalement celui qui est capable de dire non. Celui qui est capable de dire non à l'injustice, celui qui est capable de dire non à la force brutale. J'en parlais tout à l'heure, je vais le citer, quand Anna-Marie est arrivée, lorsque nous avions eu cet incident pendant le deuxième procès Colonne, avec un président de cour d'assises que Antoine Salacaro avait qualifié de président de gentleman. Il y avait eu un incident d'audience violent et on était allé chercher le bâtonnier Jean-Yves Le Borgne et vous étiez à ses côtés, me disiez-vous. Et il était arrivé, nous ne le connaissions pas, en tout cas moi je ne le connaissais pas autrement que de réputation. Il n'avait pas suivi de près ce procès, en tout cas il n'en connaissait pas les ressorts. Il est arrivé et avec l'élégance, la sobriété, mais également l'éloquence que vous lui connaissez, il a dit en quelques mots, rappelé en quelques phrases ce qu'était le devoir d'un avocat et pourquoi certains mots, y compris lorsqu'ils excédaient ce qu'il est normalement accepté ou toléré dans une cour, devaient être prononcés au nom de la robe que nous portons. Donc voilà, pour moi l'avocat c'est ça, et je sais que Francis Pisner, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai été heureux d'être devant le Sénat, y compris, c'est le genre d'adversaire avec lequel on est heureux de se disputer très amicalement, et parce qu'à la fin il y a ce respect commun, je crois. Après, juste dire un mot, vous avez évoqué ce petit renoncement dans un combat que vous aviez initié. Vous dites il y a des croyants de l'autonomie, moi je suis un pratiquant. Mais là, c'est pas l'autonomie qui a failli, c'est les femmes et les hommes qui étaient en responsabilité. Et le choix aurait pu être le même, y compris sans autonomie. Donc je ne crois pas que cet élément-là invalide le combat que nous portons, mais ça sera peut-être... Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Si on en a deux, on va se couper. J'ai lu dans la presse corse que... D'abord, mon premier patron était corse et je lui dois beaucoup. Mais j'ai lu dans la presse corse que j'étais finalement une sorte d'imbécile qui n'avait jamais franchi le périphérique, qui ne comprenait rien à la Corse, etc. Moi, je n'ai rien contre... pas signé l'article. Non, c'est pas vous. Et d'ailleurs, le journaliste ne m'a jamais rappelé, j'ai essayé de le joindre. Mais moi, encore une fois, je n'ai rien contre l'autonomie. Je pense que l'autonomie, pour certaines régions de France, est utile et qu'elle participe au développement de la région.
Donc l'autonomie, je n'y ai pas d'hostilité de principe. Mon hostilité, elle portait sur la proposition de loi constitutionnelle que voulait faire le ministre de l'Intérieur, parce que je considère, si on en parlera peut-être tout à l'heure, que ce texte va à l'encontre de ce que je crois profondément, à la fois de ma vision de la République, à la fois de ma vision de l'état de droit et à la fois de la solidarité nationale. Mais sur le fond, moi, je ne suis pas opposé à l'autonomie de la Corse, comme j'ai été partisan farouche de l'autonomie de la Polynésie française. Maintenant, la question, c'est une fois que l'on a parlé d'autonomie, c'est le contenu de l'autonomie qui pose sujet. Et donc là-dessus, moi je suis prêt à en débattre, parce que je connais bien, et j'ai pratiqué l'autonomie, je connais les difficultés qui se posent à l'autonomie. Et la première, c'est la question que j'avais posée au Sénat, après le brillant exposé que vous avez fait, et à laquelle vous n'avez pas répondu, c'était quelle est la fiscalité de l'autonomie ? Voilà. Alors, c'est pas très glamour, la fiscalité, mais c'est le nerf de la guerre et c'est le nerf de l'autonomie. Voilà. Après, sur la notion, ne tournons pas autour du pot, sur la notion de peuple corse, sur la notion d'une éventuelle co-officialité de la langue, sur la question du statut de résident et sur la question de l'adaptation des lois sans passer par le Parlement, oui, j'ai des positions très tranchées. Ça n'invalide pas pour autant l'idée que la Corse puisse bénéficier d'une autonomie. Voilà. S'il n'y a pas de peuple corse, s'il n'y a pas de résident, s'il n'y a pas de statut de co-officialité, s'il n'y a pas de pouvoir d'adaptation ou de pouvoir normatif direct, c'est une autonomie sans autonomie, en fait. Alors, sur le pouvoir normatif, non. Il faut expliquer ce qui se passe. À partir du moment où on donne à une collectivité territoriale un pouvoir normatif, ce pouvoir normatif comprend évidemment la possibilité d'édicter des peines de prison. Je vais prendre un exemple. En Polynésie, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Mais il y a quand même des impôts. Si vous ne payez pas vos impôts, c'est une contravention de police qui est passible de 15 jours d'emprisonnement et d'une peine, c'est ridicule. Mais ça, que la collectivité de Corse ou toute autre collectivité puisse avoir ce pouvoir, ça ne me gêne pas qu'elle dise désormais la fraude fiscale sera en Polynésie ou en Corse punie de 2 ans, 3 ans, 4 ans d'emprisonnement. Mais je pense que seul le Parlement peut habiliter, et non pas comme ce qu'avait prévu M. Darmanin, une sorte de recours direct au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Cela dit, ça veut dire qu'il faut aussi que le Parlement change ses méthodes de travail. Je pense que le Parlement devrait prévoir dans ses sessions que, obligatoirement, chaque année, il y a une session consacrée à l'adaptation par les territoires d'outre-mer ou les collectivités indépendantes de la nécessité de faire passer les lois d'adaptation et que ça soit voté par le Parlement, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est ni le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel qui sont gardiens des libertés. Donc je ne suis pas contre le fait que la collectivité édicte des normes. En revanche, je suis réticent à l'idée que l'adaptation de ces normes se fasse sans le contrôle du Parlement. Sur la co-officialité de la langue corse. Alors, si j'avais le goût de la provocation, je dirais, tiens, mon ami Angelo Rinaldi avait parlé de la langue corse. Mais apparemment, Angelo n'ose plus remettre les pieds en Corse, ou ne le souhaite pas. Mais que la Corse développe sa langue, ça fait partie de sa culture, et ça ne me pose aucun problème, et que les débats aient lieu en Corse, à l'Assemblée de Corse, en Corse ou en français, n'est pas le problème. Mais la co-officialité, ça veut dire que si demain la co-officialité est établie, ça veut dire que des Français de métropole, ou des Corses de la diaspora, ça pose d'ailleurs une autre question, qui est Corse ? Qui peut prétendre à ce moment-là à la notion de « je suis Corse » un fonctionnaire ne pourra plus travailler en Corse, parce qu'il ne participera pas à la connaissance de la langue corse. Ça veut dire que si des enfants, pour des raisons, parce que leurs parents sont fonctionnaires affectés en Corse, sont dans les écoles, on ne peut pas leur obliger à apprendre la langue corse. Donc je pense que la co-officialité, c'est une atteinte au principe d'égalité des citoyens et que c'est isoler finalement une partie des Français. Donc voilà pourquoi je suis hostile à la co-officialité. Ça ne veut pas dire que je suis hostile à la langue corse,
qu'elle soit... Imaginons demain, il n'y a que officialité. Est-ce qu'il faudra aller devant les tribunaux plaider en Corse? Et comment on trouvera des magistrats qui parlent corse et qui auront fait... Donc, je pense que la co-officialité n'est pas une bonne chose. Le troisième point, la notion, le statut de résident. Alors, vous avez beaucoup varié sur le statut de résident. Pour construire une maison, est-ce qu'il faudra avoir vécu 5 ans, 10 ans, 15 ans en Corse? Qu'est-ce que vous faites des Corses de la diaspora qui veulent une maison en Corse, qui ont des liens profonds avec la Corse, mais qui n'y résident pas? Comment vous allez régler? Moi, je suis très pragmatique dans mon opposition. Ce n'est pas une opposition en disant « Ah, je ne veux pas entendre parler que la Corse fasse ci, fasse ça ». J'essaye d'être concret. Je suis d'origine corse. J'ai mon fils, qui évidemment n'a pas de sous. Je veux lui construire une maison, mais je ne veux pas qu'elle soit à son nom, parce que j'espère vivre vieux, et puis que les droits de succession, les problèmes de transfert, je ne peux pas lui construire une maison parce que je ne réside pas en Corse depuis 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Je veux dire que c'est... On ne peut pas dire, d'ailleurs, sauf alors aller vers la notion d'indépendance, mais c'est un autre débat, on ne peut pas dire aux citoyens de la République: vous ne pouvez pas construire en Corse parce que vous n'y résidez pas depuis 15 ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème spécifique à la Corse, le problème du logement. Parce qu'il y a d'autres régions de France, je pense dans le Midi, où les gens ont vendu, que tout ça est devenu très cher, et où les gens qui ne peuvent plus vivre localement au pays. Maintenant, j'en viens au peuple corse. Vous savez que le Conseil constitutionnel a banni, en disant qu'il n'existe qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Et que les Corses, qui sont une communauté puissante, soudée, qui ont une histoire que vous avez rappelée très brillamment au Sénat, c'est une partie du peuple français, et ça n'est pas à côté du peuple français. Et moi, la vision que j'ai de la République, c'est que la République, elle est riche de ses diversités, mais qu'elle est une et indivisible. Et d'ailleurs, à partir du moment où M. Darmanin a mis le doigt dans l'engrenage de dire on va reconnaître une communauté spécifique, etc., d'abord, je suis contre le communautarisme, parce qu'à partir du moment où on reconnaît une communauté à l'intérieur de la France, j'imagine tous ceux qui auront des revendications communautaires. Et ensuite, j'imagine déjà comment en Bretagne, car les marches de Bretagne, finalement, n'ont été que très tardivement rattachées à la France, parce que Nice et la Savoie appartiennent à la France depuis peu de temps, depuis moins longtemps que la Corse. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça met à mal l'unité de la République, et je ne pense pas que c'est faire injure aux Corses que de leur rappeler qu'ils sont dans la République, sauf s'ils veulent faire un autre choix, qui serait le choix de l'indépendance, auquel cas c'est un autre débat que nous pouvons avoir. Donc encore une fois, sur ce qu'a proposé Darmanin, je considère que ce n'est pas bon, et pour la Corse, et pour la République. Voilà. Mais ce n'est pas nier l'histoire spécifique de la Corse, ce n'est pas nier la culture de la Corse, ce n'est pas nier les problèmes du logement en Corse, ce n'est pas nier que le fait qu'effectivement il puisse y avoir une langue à côté du français, mais ça ne peut pas être co-officiel, parce que sinon la France sera la tour de Babel. Si je reconnais demain la co-officialité de la langue corse, je devrais reconnaître la co-officialité de la langue bretonne, je devrais reconnaître la co-officialité de la langue basque, je devrais reconnaître la co-officialité en Alsace du Switzerland, mais du parler local, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de République. Je suis jacobin, je m'en excuse. Et pour terminer, avec une pointe d'humour, mon premier patron, Charles Robaglia, me racontait toujours cette histoire. Il racontait cette histoire, il disait, c'est Laetitia qui voit son fils Doumé. Et elle lui dit, Doumé, on a perdu l'Indochine, on a perdu l'Algérie. Si on perd la France, qu'est-ce qui nous reste comme colonie ? Rassurez-le. Ouais. On ne va pas perdre la France, et on va essayer de ne pas perdre la Corse non plus. Bien sûr, une intervention très dense. Rapidement, il faudrait aller très loin dans les échanges et les explications. D'abord, sur la notion de peuple corse. La notion de peuple corse qui, pour nous, quand je dis nous, ce n'est pas seulement celles et ceux qui votent autonomistes ou nationalistes. Je pense que la notion de peuple corse, aujourd'hui, elle va très au-delà des appartenances politiques. Objectivement, je pense que par quelque prisme que l'on aborde la question, les Corses sont un peuple.
qu'on aborde la question sous l'angle culturel, linguistique, sociologique, historique ou même politique, l'existence du peuple corse est une évidence incontestable. Et d'ailleurs, anecdote, mais pas un argument scientifique imparable, lorsque vous avez des touristes, il en reste encore quelques-uns, pour eux, lorsqu'ils arrivent, c'est évident que le peuple corse existe. N'est-ce pas, ici, on est sur la Côte d'Azur, on est en Bretagne, on est dans la Corse, le pays des Corses. Le problème, c'est cette évidence-là. Comment peut-on la faire coexister avec une structure profonde, politique, constitutionnelle, culturelle, qui a construit la nation française et l'État dans lequel la souveraineté réside dans un seul peuple qui est le peuple français. Et pour répondre à votre question, la République aujourd'hui est-elle suffisamment forte et sûre d'elle-même au XXIe siècle pour trouver un chemin politique et ensuite constitutionnel par lequel elle dise oui, il y a une République indivisible, mais cette République, elle peut aussi reconnaître, y compris en son sein, qu'il y a un peuple, et par exemple le peuple corse. Alors à l'évidence, c'est un débat qui est plus complexe aujourd'hui encore qu'il y a 30 ans, parce que la République est aujourd'hui au risque des communautarismes. Et ce risque-là, on ne peut pas le taire ou le sous-estimer. Et l'effet de contagion que vous évoquez, on le ressent comme une crainte forte, pas tant, me semble-t-il, d'un risque de fragmentation avec l'Alsace, le Pays basque, la Bretagne, parce que, je veux dire, la revendication politique n'a pas la même force, la même permanence et la même acuité en Bretagne qu'en Corse. Vous ne pouvez pas dire non aux Corses qui ont voté à 3 reprises, y compris en 2021, à 70% pour des listes mettant au cœur de leur projet politique et de leur programme un statut d'autonomie. Vous ne pouvez pas traiter cette revendication-là comme vous traitez la revendication d'autonomie bretonne, qui aujourd'hui est infinitésimale d'un point de vue de sa légitimité électorale et démocratique. Je pensais plutôt au Pays basque. Mais y compris aujourd'hui au Pays basque français, je veux dire, le problème politique ne se pose pas dans les mêmes termes. Et je vous renvoie à une question. Si vous dites à 70% de Corses qui ont fait le choix de la démocratie que ce qu'ils considèrent comme essentiel et fondamental, et notamment le fait d'être reconnus par la République, dans leur identité collective, dans leur langue, dans leurs intérêts propres, qui est une notion constitutionnellement garantie, que ces éléments-là ne sont pas possibles et ne seront jamais possibles. Quel choix nous laissez-vous? Vous voulez que je réponde? Je vais vous dire ma réponse. Et vous me direz si nous sommes d'accord. Il y a 2 choix. Le renoncement, accepter de ne plus être au nom d'une injonction supérieure, ou la révolte. Et moi, je vous le dis, fondamentalement et viscéralement attaché à la démocratie, ayant construit toute ma trajectoire politique significative sur l'effort de conviction vis-à-vis d'autres nationalistes qui pensaient que la lutte armée était légitime et indispensable. Ayant construit cet effort de conviction, y compris au prix de débats internes très durs qui m'ont valu d'être qualifié de traître, je ne changerai pas sur ma conviction qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que la démocratie, non seulement pour la Corse, mais pour la France tout entière et pour quelque société que ce soit. Mais si vous me privez de ce qui est essentiel pour moi, je ne peux pas envisager de renoncer. Et à ce moment-là, je vais être confronté, et je le suis déjà, je le dis devant vous très tranquillement, à une vraie difficulté stratégique. Pas seulement par rapport à celles et ceux que j'ai réussi à convaincre que la démocratie était le seul chemin, y compris avec celles et ceux qui m'ont soutenu depuis le début pour porter ce chemin-là, et qui me disent « Mais où allons-nous ?
Où allons-nous si, alors même que de restriction en restriction, nous renonçons à beaucoup, si on nous dit, parce que vous avez de la mémoire, il y a 30 ans ou 40 ans, le nationalisme corse, dans ses fractions ou factions autonomistes et indépendantistes, représentait 15, au maximum 18%, quelquefois 20% de l'électorat. Il y avait une clandestinité qui était très forte et il y avait un mouvement indépendantiste qui était plutôt dominant dans les rapports de force internes. Et à l'époque, le gouvernement ou les gouvernements, y compris les plus attachés à l'unité de la République, discutaient tantôt officiellement, tantôt clandestinement avec les organisations clandestines. Et on disait, s'il n'y a plus de violence, s'il n'y a plus de clandestinité, on peut parler de tout. Et puis après, on a commencé à dire, s'il n'y a plus de clandestinité, on peut parler de tout, sauf d'indépendance. Puis après, on a dit, on peut parler de tout, sauf de peuple corse. On peut parler de tout, sauf de co-officialité. On peut parler de tout, sauf de pouvoir normatif. À la fin, on ne peut plus parler de rien. Et donc, ça pose un vrai problème. Alors, sur la notion de peuple corse, moi, je pense que la France, y compris confrontée au risque du communautarisme, est suffisamment forte, suffisamment intelligente pour, juridiquement et politiquement, accepter de reconnaître l'existence de ce peuple corse. Parce que le peuple corse a toujours existé. Je veux dire, le lien entre les Corses et l'île de Corse, il est un lien multimillénaire. En quoi serions-nous moins un peuple que tous les autres peuples qui sont reconnus par la Constitution? Alors vous nous dites, vous ne pourrez être un peuple que si vous vous accomplissez dans l'indépendance. Mais alors vous allez, moi qui suis autonomiste, et encore une fois, pas un autonomiste d'opportunisme, un autonomiste de conviction, parce que je pense que, au moins pour les 20, 30 ou 40 ans à venir, eh bien, cette solution de l'autonomie est la mieux adaptée à l'intérêt et de la Corse et la réalité, parce que les Corses se sont aussi engagés dans la construction de l'État, dans l'aventure républicaine, dans la construction, vous l'avez rappelé avec humour, de l'empire colonial. Toute cette histoire a existé aussi. Mais est-ce qu'on peut trouver un chemin ou pas? À l'époque, la souveraineté, le Parlement, la souveraineté nationale avait accepté la notion, politiquement elle avait été validée, de peuple corse composante du peuple français. C'est vrai. Oui, mais il y avait des gens de droite aussi qui l'avaient évoqué. Le rapporteur de la loi, c'était José Ross, qui était de droite. Et beaucoup de gens de droite. Et vous savez, je vais vous dire un mot quand même. Sur cette notion de communauté humaine, avec une langue, avec un lien fort à la terre, etc., il y a 100% de l'Assemblée qui l'a voté. Ce n'est pas les nationalistes qui l'ont voté, y compris les gens qui vous soutiennent, des gens que vous ne soupçonneriez pas. Ils l'ont voté volontiers. Non, mais, donc, sur la langue corse, le statut de co-officialité fait peur. Quelques mots simplement. Toutes les études scientifiques démontrent qu'une langue en situation minorée, en situation de diglossie, c'est-à-dire avec une langue qui est plus forte, ne peut vivre, voire survivre, qu'à travers un statut d'officialité. Un statut d'officialité, ça ne veut pas dire que demain matin, tout le monde va parler corse comme on parle français. Non. Et de la même façon, pour répondre à votre question, y compris si demain nous accédons à un statut de langue officielle pour la langue corse, ça ne voudra pas dire que le fonctionnaire continental est obligé d'apprendre le corse. Ce que nous avons voté à l'unanimité aussi, je ne voudrais pas assommer l'auditoire, mais à l'unanimité, y compris le groupe de droite, qui est le premier groupe d'opposition, c'est de dire la langue corse doit bénéficier d'un statut garantissant sur le territoire administré par la collectivité autonome, donc l'île de Corse, que les deux langues, le corse et le français, puissent être utilisées comme langue d'usage, à l'oral comme à l'écrit, par les citoyens et citoyennes dans toutes leurs activités. Les institutions et administrations ont la nécessité de permettre un exercice effectif de ce droit, et j'insiste et je me tourne vers vous, dans le respect de l'égalité entre les citoyens, y compris celles et ceux qui ne parlent pas ou n'écrivent pas une des deux langues. Alors, il y a très peu de Corses qui ne parlent pas le français,
Par contre, il y a beaucoup de Corses qui ne parlent pas corse et il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas encore le corse. Ou de gens qui ne sont pas... Ça veut dire que toutes ces personnes qui ne parlent pas corse, elles ne peuvent pas être privées de la totalité des droits qui sont reconnus aux citoyens. Mais simplement, ce que doit faire l'administration dans un statut d'officialité, c'est qu'elle doit permettre progressivement un usage effectif de la langue. Ça ne va pas se faire en 3 ans, ça ne va pas se faire en 5 ans. C'est quelque chose qu'on construit sur 10, 15, 20 ans. Et moi, je vais vous dire, vous connaissez, vous imaginez sans mal, mon attachement à la langue française. Je veux dire, la langue française est une langue merveilleuse et que les Corses aiment peut-être plus que beaucoup d'autres Français. Mais la langue corse, ce n'est pas seulement une dimension de notre identité. C'est aussi, je le rappelle, comme toutes les langues, un facteur d'ouverture extraordinaire. Et pour la langue corse, sur une communauté de 1 milliard de locuteurs, un élément de transmission et aussi, et j'y insiste, un élément fort d'intégration. L'intégration, et ça fait écho à des débats qui sont des débats puissants de la société française tout entière. Vous savez, moi je continue à dire, y compris sous les critiques de gens d'extrême droite qui se revendiquent du nationalisme corse, que, à titre principal, le fait d'être corse n'est pas une question de lieu de naissance, de religion, ou d'athéisme, ou de couleur de peau. Et c'est l'histoire qui nous le démontre. La corsitude, l'appartenance au peuple corse est avant tout une volonté d'appartenance, bien plus que des critères objectifs. Et historiquement, la Corse, et je le redis, même si ça déplaît, a toujours fabriqué des Corses, depuis des siècles. Les femmes et les hommes qui sont arrivés sur cette île, quelle qu'ait été leur couleur de peau, quelle qu'ait été leur raison de leur venue initiale, y compris dans un esprit de conquête, ou pour fuir des persécutions religieuses, comme les Grecs de Cargèse, comme les Juifs du début du XXe siècle, comme les Arméniens qui fuyaient le génocide. Tous ceux-là sont devenus corses et se sentent profondément corses, et ils le sont devenus notamment grâce à la langue. Et donc on a besoin aussi de cet élément d'intégration dans une société corse où, je le rappelle, nous avons la région, le territoire qui a connu la plus grande croissance démographique de l'ensemble métropolitain, avec un solde exclusivement migratoire, c'est-à-dire une population très vieillissante et des gens qui arrivent sans avoir aucun lien avec la Corse, environ 5 ou 6 000 personnes par an. C'est-à-dire très concrètement qu'il y a 20 ans, où vous aviez, je regardais un reportage sur la situation politique, on parlait des manifestations, il y a 20 ans, vous aviez 25 ans, vous aviez 220 000 habitants en Corse, aujourd'hui, vous en avez 360 000. Et la plupart des personnes qui sont arrivées en Corse n'ont aucun lien avec la Corse. Et quand je dis ça, moi, ma démarche, elle est aux antipodes de toute démarche excluante ou ethniciste. Je vous dis que si vous n'avez pas les éléments forts de l'intégration pour continuer à l'aune des enjeux d'aujourd'hui, l'intégration qui a été la règle dans cette société, vous allez avoir une société balkanisée, une société démembrée, avec une balkanisation aggravée et accélérée par un système économique inégalitaire. Et c'est en cela qu'il faut réintroduire la dimension de spéculation immobilière, qui existe ailleurs. Mais vous avez un effet captif dans un territoire insulaire qui n'existe pas sur un territoire continental. Un mot sur la spéculation. En 10 ans, en France, dans l'ensemble français, les prix du foncier ont augmenté de 65%. En Corse, ils ont augmenté de 140%. Premier élément chiffré. Deuxième élément, et je les ai sous les yeux, 365 communes en Corse. 34 communes sur ces 365 concentrent plus de 80% des transactions immobilières. Et ces transactions immobilières, ces prix-là, on note en 10 ans une augmentation de 250 à 400%. Ça veut dire très concrètement aujourd'hui que vous avez à la fois un effet d'arrivée importante de gens qui n'ont pas de lien avec la Corse, qui arrivent souvent en situation de précarité ou de grande précarité,
très important à avoir en tête. Et une société qui est de plus en plus clivée et inégalitaire, avec des gens qui sont de plus en plus pauvres, nombreux, et quelques-uns qui sont de plus en plus riches. Et toute une classe moyenne qui est aujourd'hui exclue, et notamment exclue de l'accès à la terre et de l'accès au logement. Et je vais vous dire, et je termine, je relisais pour préparer mon audition devant le Sénat. J'espérais vous convaincre. Mais je reviendrai. Et on vous accueillera avec plaisir. Le président Sarkozy, qui était nouvellement élu, avait prononcé un discours puissant devant l'Assemblée de Corse. C'était il y a plus de 15 ans. Et il avait dit, mot pour mot, je le cite de mémoire, parce qu'il avait dit « La seule bataille qui vaille en Corse, c'est la bataille contre la spéculation foncière et immobilière. Si nous ne gagnons pas cette bataille, nous les perdrons toutes. » Et il avait dit, avec le volontarisme qu'on lui connaît, « Nous allons la mener et nous allons la gagner. » 15 ans après, la bataille a peut-être été en partie menée, mais elle a été perdue dans des proportions inimaginables au moment où ce discours avait été prononcé. Et moi, je vous dis, et je termine par là, que si nous n'apportons pas des réponses fortes, parce que, vous savez, j'ai été élu en 2015 président du Conseil exécutif. Il y a eu 2 présidents de la République, il y a eu plusieurs premiers ministres et plusieurs gouvernements. Tous m'ont dit, écoutez, le statut de résident, non, mais vous allez voir, on va mobiliser des dispositifs et vous allez voir, ça va changer. Tout ce que nous avons proposé, y compris à travers le pouvoir d'adaptation, a été écarté. Le gouvernement n'a jamais rien proposé, et lorsqu'il a proposé, ça n'a jamais fonctionné. Et moi, je vous dis que si vous additionnez la non prise en compte du fait démocratique extrêmement majoritaire, la porte fermée sur la reconnaissance au peuple corse, la porte fermée sur le statut de résident, la porte fermée sur le statut de la langue, l'absence de réponse économique et sociale. Il ne faut pas déconnecter l'autonomie des enjeux du quotidien, qui sont extrêmement prégnants et sur lesquels nous sommes engagés. Mais que si vous n'apportez pas de réponse à cela, vous allez mécaniquement reproduire les conditions d'une résurgence de la violence ou des violences, y compris la violence clandestine, qui avait totalement disparu, et qui avait totalement disparu, non pas du fait d'une défaite policière ou judiciaire, qui avait totalement disparu parce que celles et ceux qui pratiquaient ou qui soutenaient la violence clandestine ont décidé de l'abandonner, en jouant le jeu de la démocratie. Mais si la démocratie ne fonctionne pas, et que les problèmes, au lieu de se résoudre, y compris en partie, continuent de s'aggraver, et que vous avez une société de plus en plus dérégulée, y compris qui, par mimétisme, emprunte les traits les plus inquiétants de la société globale. Parce que la violence du XXIe siècle, de 2024, ce n'est pas la violence des années 70, risque de ne pas être la violence avec le mythe révolutionnaire des années 80. Nous allons avoir une violence qui va être pratiquée par les jeunes que nous connaissons, que nous voyons à BFM et à CNews, et qu'on retrouve sans doute sous une autre forme, à Marseille, à Paris ou ailleurs. C'est ça qui va se passer. En Corse aussi. Et je vous le dis, vous avez vu la Martinique, vous avez vu la Nouvelle-Calédonie, vous avez vu Mayotte, vous avez vu ce qui s'est passé au lendemain de l'assassinat d'Ivan Colonne. Nous nous sommes engagés pour éviter le pire. Nous nous sommes engagés physiquement, y compris avec un certain nombre d'élus, de militants qui sont ici, pour éviter le pire. Nous avons réussi à l'éviter. Mais je vous dis que nous dansons sur un volcan. Alors, moi, je ne viens pas ici avec des certitudes absolues, ni en disant c'est à prendre ou à laisser, mais je dis qu'il faut impérativement que nous identifions ensemble un chemin, et ce, d'autant mieux. Je vous le rappelle, qu'y compris les nationalistes les plus radicaux, les indépendantistes, acceptent de mettre entre parenthèses la revendication d'indépendance sur 15 ou 20 ans, et en disant, par ailleurs, nous accepterons le choix de la démocratie, et si l'option d'indépendance reste minoritaire, nous accepterons le choix des Corses. Après, on ne peut pas demander non plus aux gens. L'indépendance n'est pas un gros mot, et la volonté d'indépendance est une option qui, dans une démocratie, est parfaitement respectable dès lors qu'elle s'exprime par le choix des urnes et dans le domaine des idées. Et c'est ne pas avoir confiance, ni dans la France,
ni dans le choix de demain des Corses, que de dire « mais si on leur donne l'autonomie aujourd'hui, ils risquent de vouloir l'indépendance ». Si les Corses veulent l'indépendance, majoritairement, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, ce n'est pas d'avoir refusé l'autonomie aujourd'hui qui les empêchera d'y accéder. Eh bien, nous venons d'assister à une plaidoirie. Francis, on va faire comme au tribunal. Non, Maître Spinner, vous avez la parole. Encore une fois, la notion de l'autonomie n'est pas un tabou. Moi, je n'ai aucun problème à ce que la Corse devienne autonome. Mais c'est le contenu de l'autonomie. Parce que si la Corse veut son indépendance, qu'elle la prenne, ce sera la ruine de ce pays, l'incapacité, la misère et la violence qui y régnera, mais ce sera le choix des Corses et on le respectera. Je pense que l'autonomie, elle est possible, mais c'est le contenu de l'autonomie. Notamment parce qu'à un moment donné, il faut bien parler de financement de l'autonomie. Quel contenu vous voulez donner à l'autonomie ? La notion de peuple corse, je dis ce que j'en pensais. Maintenant, je pense que dans les textes, sans aller jusqu'à la définition qu'en avait proposée Gérald Darmanin, reconnaître un caractère particulier à la population de Corse, c'est une question de rédaction où il faudra millimétrer chaque mot. Bon. La co-officialité, je prends acte que, effectivement, il y a beaucoup de prudence et qu'elle ne s'imposera pas, mais je pose une question très simple, par exemple, est-ce que je suis avocat, je veux plaider en langue corse, comment vous faites avec les juges. C'était un débat, d'ailleurs, devant les cours de sûreté de l'État, où les accusés corses voulaient répondre en corse. Et on leur disait, non, parlez en français, ce qui était stupide. Bon. Et surtout, j'observe une chose, c'est quand à Tahiti, on a permis au débat à l'Assemblée territoriale qu'ils aient lieu en tahitien, comme en français, co-officialité, j'ai remarqué que quand il s'agissait de faire un peu de démagogie et de parler en termes généraux, on parlait tahitien, et quand il fallait parler techniquement, on parlait français. Et que quand il y avait moins de public, on parlait plus souvent français. Donc la langue, encore une fois, que la langue corse soit développée, qu'elle soit enseignée, n'est pas un problème. C'est que la co-officialité doit trouver une limite, et donc ça aussi, c'est quelque chose dont nous pouvons débattre et discuter. Sur le statut de résident, je pense que le problème foncier, qui n'est pas spécifique à la Corse, mais qui est accru, parce que c'est une île où la terre, comme dans toute île, est plus rare, et donc c'est pour ça que la spéculation monte, mais ça se trouve dans toutes les îles, que ce soit essayer d'acheter une maison à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, vous allez voir les difficultés. Vous allez me dire, la population n'a pas les mêmes problèmes. Mais je pense qu'il y a des solutions techniques, et encore une fois, ça renvoie d'ailleurs à la question. Comment allez-vous définir qui est corse quand il n'habite pas en Corse ? C'est un vrai sujet. Donc je pense que moi, je n'ai pas de tabou sur ces sujets. Mais je sais quelles sont les limites que je veux poser. Et l'autonomie, pour moi, ne peut pas être l'antichambre de l'indépendance. Et que donc, il y a certains sujets qui font que, je vous ai dit sur l'adaptation, ce que je pensais, et je pense que ça doit rester du domaine de Parlement, quitte à faire une session spéciale à l'Assemblée et au Sénat. Maintenant, parlons vraiment de l'autonomie. Je ne veux pas être désagréable avec Simony, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Mais aujourd'hui, la collectivité de Corse n'est même pas capable d'assumer toutes les compétences qui lui sont dévolues. On va parler de la question des déchets, par exemple. Parce que le problème est un problème budgétaire. Votre budget, je crois, est d'1,3 milliard. Hein ? Un peu moins. Est-ce que vous pouvez rappeler, sur ces 1,3 milliard ou 1,2 milliard, quel est le montant des ressources spécifiques de la Corse par rapport aux dotations de l'État ? Les dotations de l'État, c'est 80%. Quel est le montant des dépenses de fonctionnement de la collectivité de Corse ? C'est près de 70%. Et maintenant, si on regarde la situation de la Corse, 60% des Corses ne payent pas l'impôt sur le revenu, 80 000 Corses vivent sous le seuil de pauvreté, et près de 120 000 Corses vivent au SMIC. Donc, à un moment donné, sur la fiscalité... Encore une fois, je veux bien accorder l'autonomie, et je pense que c'est souhaitable pour la Corse. Parce que je pense que l'autonomie a un avantage, c'est que les décisions qui sont prises sont celles qui permettent le mieux le développement du territoire sur lequel on vit, et que là-dessus,
les élus devant rendre compte, eh bien, au moins, sont obligés de faire des choix et de les assumer. Donc, c'est la démocratie au plus près, et l'autonomie, c'est très bien. Mais vous savez très bien, par exemple, que sur le plan des déroutes, vous n'avez plus la possibilité, en réalité, aujourd'hui, de les entretenir convenablement et d'en faire de nouvelles sans l'aide de l'État. Donc, vous savez, un grand ministre de la Culture, Maurice Druon, disait « Il y a ceux qui viennent avec le cocktail Molotov dans une main et la sémie dans l'autre. Bon. » Vous me pardonnerez de ne pas avoir ce masochisme. Donc il faut aussi qu'on parle de finances et du développement de la Corse. Parce que quand vous parlez de la situation en Corse, des gens qui doivent construire des maisons, etc., il faut parler d'économie. Quel est le développement? Alors je suis sûr que par les Corses, c'est très important pour les Corses, mais quel est le projet de développement sur le plan économique de la Corse? Quelle est la vision de la fiscalité de la Corse autonome? De ce point de vue, j'entends pas grand-chose. Voilà. Alors le diable est dans les détails. Je pense que c'est essentiel, et c'est vrai. Alors, est-ce notre faute? Est-ce que ce sont les codes du débat public qui font que, quelquefois, l'attention se focalise, y compris sur des notions fortes, comme le statut de résident, la co-officialité, le peuple corse? On comprend qu'on consacre beaucoup de temps à ça, mais effectivement, je pense qu'il est essentiel de rappeler, premièrement, que l'autonomie n'est pas un dogme. Vous l'avez dit, pour vous, elle n'est pas un tabou. Pour nous, elle n'est pas une référence incantatoire. L'autonomie doit être aussi, avant tout, le moyen institutionnel d'améliorer la qualité des réponses apportées à un certain nombre de problèmes et la qualité des politiques publiques en Corse. Bon. Donc, en quoi l'autonomie peut-elle aujourd'hui aider à améliorer, y compris, et c'est essentiel, la situation économique et sociale? Et par ailleurs, il y a également des questions économiques et sociales, notamment extrêmement prégnantes, qui devraient pouvoir être réglées sans autonomie, et nous n'y sommes pas parvenus jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a notre part de responsabilité, y compris chaque fois que nous avons des compétences propres ou partagées, et puis il faut aussi s'interroger sur le fonctionnement global du système. Je rappellerai que l'autonomie est avant tout, me semble-t-il aussi, une éthique de la responsabilité. Être plus autonome, c'est faire la démonstration ou pas que l'on est capable d'assumer les compétences et les responsabilités qui sont transférées. Et moi, vous avez rappelé, et je ne peux pas en disconvenir, la situation de dépendance, par exemple, aux subventions de la Corse. Je ne pense pas que vous en réjouissiez. Et moi non plus, je ne m'en réjouis pas. Non, la question, c'est, est-ce qu'il est normal qu'un pays, une île, un territoire comme la Corse, avec les potentialités qui sont les nôtres, avec les richesses et les atouts qui sont les nôtres, y compris la ressource humaine, qui est quand même une de nos premières ressources, est-ce qu'il est normal que nous soyons aujourd'hui, y compris après 2 siècles d'appartenance à un grand pays, une république forte, le 4e ou le 5e État, il est normal que nous soyons dans une telle situation de sous-développement? Est-ce que c'est la faute de l'autonomie? À l'évidence, non. Donc il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Ça, nous en sommes d'accord. Non. Excusez-moi. Attendez, moi je veux bien, mais... Non, mais je vais vous répondre, parce que chaque fois vous me taquinez sur les déchets. Question des déchets. Et la situation de difficulté et, disons-le, d'échec dans laquelle nous sommes les déchets n'est pas, à titre principal, la responsabilité de la majorité territoriale nationaliste qui exerce aujourd'hui la compétence déchets en France et donc en Corse. La collecte, c'est les communes. Le traitement, y compris la valorisation, ce sont les communes qui, en général, le délèguent aux intercommunalités qui exercent aujourd'hui à titre principal cette compétence en Corse. 365 communes, dont 80 ou 85% ont un budget totalement dérisoire. La collecte, très important, notamment pour faire du tri à la source, indispensable. 19 intercommunalités, dont 17 ont des territoires immenses par application des critères de la loi NOTRe qui ne correspondent absolument pas à la réalité géographique et démographique de la Corse. Donc 17 intercommunalités qui sont dans l'incapacité en termes de ressources humaines et financières d'organiser la collecte, un transfert
de la compétence traitement à un syndicat intercommunal dans lequel nous n'avons rien à voir, qui est largement dépendant de quoi? Et je vais le dire aussi, de situations de monopole qui sont soutenues, encouragées et cautionnées par l'État. Aujourd'hui, qui gagne de l'argent en Corse sur les déchets? Qui gagne de l'argent en Corse sur le fait que notre système est un système de refus du tri, de collecte d'ordures ménagères indifférenciées, sur lequel on paye un coût de transport routier dans un secteur qui est captif, qui est environ 150 ou 200% plus cher que sur le continent. Nous payons 200 € plus cher que sur le continent pour faire voyager des ordures non triées sur la route, pour les amener dans des centres où elles sont enfouies, des centres privés qui nous font payer, il y en a 2, qui nous font payer 150 ou 200% plus cher que sur le continent. Et donc cette situation-là, s'il n'y a pas un partenariat avec l'État fort pour déconstruire ce système, nous en resterons prisonniers. Et je vais prendre un autre exemple, c'est celui du prix de l'essence. On parle souvent du quotidien. Le prix de l'essence en Corse, à la pompe, est d'environ 8 à 10 centimes plus cher qu'il ne l'est sur le continent, alors que nous avons une TVA qui est préférentielle. L'Assemblée de Corse a travaillé sur les raisons et les mécanismes de formation de ces surcoûts. Quels sont-ils? Rapidement, plusieurs ordres. D'abord, il faut savoir que la moyenne du prix sur les carburants en France se fait en intégrant le prix du carburant dans les grandes surfaces. Et que dans les grandes surfaces, le carburant est un produit d'appel qui est pratiquement vendu à prix coûtant. Ça n'existe pas en Corse. En Corse, nous avons un réseau de tout petits distributeurs, notamment dans les villages de l'intérieur, etc., qui ont donc, bien sûr, des coûts et des échelles de rentabilité qui sont beaucoup plus difficiles à équilibrer qu'une grande structure. Donc, eux prennent une marge qui est plus importante. Nous avons également des contraintes spécifiques liées à l'insularité, notamment île-montagne, reconnue par la loi, la nécessité d'avoir 2 centres de stockage, du transport dans toute l'île, etc. Mais nous avons surtout, et depuis des décennies, un approvisionnement qui relève d'une logique monopolistique. La société Ruby, qui est dans une situation de monopole qui lui permet d'avoir des surprofits sur tout le carburant qui arrive en Corse. Une société qui d'ailleurs vient de faire rentrer dans son capital un fonds de pension américain. Ça vous fera penser certainement à l'actualité. Depuis 4 ans, l'Assemblée de Corse a saisi sur le fondement qui nous est reconnu par la loi, pouvoir d'adaptation. Le Conseil exécutif ou l'Assemblée de Corse ont la possibilité de demander au gouvernement ou à l'Assemblée nationale des aménagements législatifs et réglementaires sur telle question qui lui paraît d'importance. Nous avons fait tout ce travail sur l'identification de la formation des surcoûts dans le domaine du carburant. Nous avons saisi il y a 4 ans le gouvernement en lui demandant un aménagement réglementaire sur le modèle de ce qui se fait dans les régions d'outre-mer, le système Lunel, pour demander notamment la possibilité d'un encadrement des prix, l'intervention préfectorale dès lors qu'il y a une logique de surprofit et le démantèlement des logiques de monopole. Je n'ai même pas eu l'accusé de réception de la saisine. Et on vient me dire régulièrement, et de bonne foi, et je sais que vous êtes de bonne foi, mais commencez par vous occuper de vos problèmes du quotidien. Mais quand on n'a pas le moindre soutien de la part de l'État sur des questions aussi centrales et stratégiques que celle de la gestion des déchets ou que celle du prix de l'essence, c'est-à-dire comment on peut s'occuper des problèmes du quotidien? Je prends un troisième problème, celui de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes la seule région de France qui n'a pas d'agence de l'eau. Nous sommes rattachés à l'agence Rhône-Alpes, alors que l'eau est notre première ressource. Nous sommes dilués dans une assemblée dans laquelle nous sommes 3, alors qu'il y a 100 personnes, 100 élus, représentants de l'État, des administrations, sur des problématiques qui sont totalement différentes de celles de la gestion de l'eau en Corse. Est-ce que sur ce terrain-là, une forme de différenciation et de reconnaissance, je pense que ça, c'est incontestable. C'est pour ça que je dis que c'est le contenu de l'autonomie. Mais c'est pour ça que je dis, venons-en. Laissons de côté l'espace, en tout cas,
argumentons, essayons de nous convaincre sur les questions centrales, comme la co-officialité, le peuple, le statut de résident, mais parlons aussi du contenu de l'autonomie et notamment de la progressivité. Parce que je rappelle aussi que nulle part dans il y a aujourd'hui, d'abord, je termine, excusez-moi Marie-Hélène, un argument de comparaison. Je veux dire, il y a aujourd'hui plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'Européens qui vivent dans des régions ou des territoires autonomes, qui sont développés, et pour lesquels l'autonomie a constitué un facteur puissant de développement et de progrès économique et social. Deuxièmement, l'insularité est un élément de singularité dans l'ensemble français qui doit permettre à la fois d'éviter les effets de contagion, à mon avis, et de représenter une clé d'appréhension pertinente de la construction de l'autonomie. L'insularité, en Méditerranée, toutes les grandes îles sont au minimum autonomes. Toutes les grandes îles de l'arc atlantique, compris les Açores, etc., sont autonomes. Pour parler sur le terrain de l'économie, l'insularité a des effets, en termes d'économie, de surcoût. C'est parfaitement objectivé et documenté aujourd'hui, y compris à travers sur le marché de l'emploi, sur les surcoûts, sur l'importation d'un certain nombre de matières premières, etc. Les territoires insulaires ont des dispositions fiscales particulières justifiées par l'insularité. Donc moi, je pense qu'au-delà, il ne faut pas que la question corse soit ni l'otage de surenchères politiques, voire politiciennes, comme ça a pu être le cas par le passé, et je n'en ai pas eu l'exemple jamais lors des échanges que nous avons eus devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat. Et il ne faut pas non plus que la Corse, à mon avis, soit l'otage des angoisses sociétales liées notamment au communautarisme que rencontre aujourd'hui la société française. La France et la République n'ont rien à craindre de ce que nous sommes collectivement. Il n'y aura pas d'effet de contagion. Les Corses ont une trajectoire singulière qui a fait que nous avons été un grand peuple, j'espère que nous le sommes toujours, nous avons été une nation et un État indépendant, nous avons été, il faut le dire aussi, à l'origine de la première constitution écrite au XVIIIe siècle, ce qui est un élément important pour des gens attachés à la norme et à l'état de droit comme nous. Nous avons su nous lever dans les moments les plus sombres de l'histoire sans jamais majoritairement nous tromper de côté, que ce soit pour manifester notre solidarité au peuple qui était dans la souffrance, que ce soit pour ouvrir la porte aux gens qui étaient pourchassés pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit pour se lever et être le premier département français libéré, non pas sur injonction extérieure, mais par la volonté du peuple. C'est notre histoire aussi. Et puis à un moment donné, dans les années 60, nous nous sommes levés aussi face à un système qui était fondamentalement injuste. L'injustice, nous l'avons connue. Au moment où toutes les régions de France étaient aidées, accompagnées en termes d'infrastructures, nous avons été abandonnés, oubliés, laissés de côté. Et ça me fait penser aussi à la catastrophe, c'est encore d'actualité, la déclaration Balfour, le Proche-Orient, les Juifs et les Palestiniens. Le drame des années 60, c'est quoi? C'est les pieds noirs qui quittent l'Algérie, dans les conditions que l'on connaît, à qui il faut offrir une terre d'accueil, et c'est normal, à mon avis, qu'on leur ait offerte et proposée. Et cette terre, ça a été la Corse. Et ils sont arrivés en Corse, et les pieds noirs ont eu, à l'époque, collectivement, je ne parle pas des gens, ont eu toutes les facilités pour s'installer que l'on avait refusées pendant des décennies aux Corses, en leur disant, vous ne pouvez pas avoir l'eau, vous ne pouvez pas être agriculteur, vous ne pouvez pas avoir l'enseignement, vous ne pouvez rien avoir. Et nous n'avions rien, et d'autres, qui étaient aussi des victimes de l'histoire, ont tout eu sous nos yeux. Et ça a conduit aux premières violences. Je crois que nous avons la réponse à notre première question, qui était ce qui reste d'un avocat. Quand je disais que Siloni est un excellent avocat de la Corse, vous l'avez compris. Maintenant, encore une fois, l'autonomie, c'est quelque chose qui se discute secteur par secteur. Et je pense que l'autonomie ne pourra être que progressive, parce que j'ai vu les différents statuts de la Polynésie. D'abord, il y a le problème de l'île. L'insularité est une particularité. Aujourd'hui, par exemple, en Corse, beaucoup de choses, de produits de consommation coûtent très cher parce qu'ils sont importés et que la vie est plus chère qu'ailleurs. Donc il y a les spécificités de l'insularité. Mais je pense que l'autonomie, elle se fait progressivement, et donc c'est aussi à la Corse,
aux dirigeants de la collectivité de Corse de dire dans quel domaine ils veulent avancer vers l'autonomie. Et je pense que l'autonomie ne pourra être que progressive. Parce que aujourd'hui, l'enseignement scolaire, par exemple, premier degré, les écoles primaires, bon, c'est une partie des communes, etc. Tout ça doit être discuté. Et donc, je pense que c'est un dialogue permanent entre l'État, qui a quelques difficultés aujourd'hui lui-même sur le plan budgétaire, et qu'il faudra aussi tenir compte de cette crise, parce que l'État ne pourra pas continuer indéfiniment à soutenir les collectivités locales, parce qu'il est lui-même à l'os. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème qu'on discute secteur par secteur, qu'est-ce qui doit passer dans l'autonomie, qu'est-ce qui doit être fait avec les priorités. Mais encore aussi, là, il faut que les responsables politiques corses prennent leurs responsabilités dans cette hiérarchie de ce qu'ils veulent avancer. Parce que lorsque Simoni dit on a voté à 70% pour l'autonomie, c'est la démocratie, voter 70% pour un concept dans lequel on ne sait pas de comment il va être rempli et de quoi, bah, c'est un peu facile, voilà. Mais justement, ça progresse sur cette progressivité, vous allez avoir la parole. En l'état, là, ça progresse, parce qu'au moment où nous parlons, à 21h05... Je vais finir une dernière provocation. En étant gaulliste, les assemblées votent, c'est très bien. Est-ce que vous êtes prêt à faire un référendum encore sur l'autonomie ? C'était la question. Je pense que c'est posé et accepté par tous comme la condition sine qua non, je dirais, de passage vers l'autonomie. In fine, c'est le peuple qui doit avoir la parole, et nous accepterons le peuple. Et je vous rappelle, vous qui êtes gaulliste, que lorsque De Gaulle a dû partir, c'est parce qu'il avait proposé la régionalisation, qui a été à l'époque écartée par le peuple. Et que ça, je pense que c'est plutôt que les gens voulaient se débarrasser du général plutôt que de voter aux questions posées. C'est le problème du référendum. Est-ce qu'on répond à la question ou est-ce qu'on dit non à celui qui la pose ? Et comme vous pensez qu'on va me dire non, vous voulez que... Non, pas du tout. Référendum. J'ai bien compris. Effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à 21h06, au moment où nous parlons, la ministre Vautrin est en train de dîner avec les parlementaires corses, justement sur le sujet de l'autonomie. C'est-à-dire que ça avance un petit peu. Oui, mais est-ce que Madame Vautrin est la mieux placée ? Alors ça... Non, je rappelle, je le dis, Madame Vautrin est une femme certainement remarquable. Elle a appartenu à notre parti, elle l'a quitté. On sent... Les meilleurs s'en vont. Mais je crois qu'elle a une maison en Corse, que son mari habite en Corse. Et vous voyez un biais, d'après vous, J'adore qui gère le dossier ? J'adore la Corse, mais en tant que parlementaire aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'y achèterais une maison pour conserver mon indépendance. Vous voyez un conflit d'intérêts ? Chacun interprétera comme il voudra. Moi, j'y vois plutôt une connaissance du territoire. Ils sont avocats, hein. Mais, non, je voudrais insister. Je ne voudrais pas passer pour l'avocat de Mme Vautrin, parce que là... Franchement, je pense que vous devriez. Je vais avoir des problèmes avec mes autres clients. Non, plus sérieusement, je crois que la notion de progressivité est très importante. Je voudrais insister là-dessus. Elle est incluse. Elle était déjà incluse de façon très forte dans la première délibération qui avait été votée par l'Assemblée de Corse, et nous avons tenu à ce qu'elle soit très fortement intégrée et dans le périmètre des écritures constitutionnelles et dans le débat, parce qu'on a bien conscience qu'il faut convaincre. Il faut convaincre les parlementaires d'abord, il faut convaincre les interlocuteurs de l'État, et je vais le dire aussi, il faut que nous nous convainquions nous-mêmes de notre capacité à exercer de nouvelles responsabilités. Il faut que nous fassions la preuve que nous en sommes capables. Et c'est la raison pour laquelle, rapidement, il y a 3 catégories en fait, de domaines de compétences et de compétences. Il y a celles qui vont rester du domaine, dans le statut que nous proposons, du domaine de l'État. Rappelez que l'autonomie, il y a des compétences qui restent strictement régaliennes, et notamment la justice, dans notre cas, la police, et bien sûr l'armée, la monnaie, bien sûr, encore que maintenant, ce côté-là, mais ce n'est pas notre faute. Nous ne sommes pour rien dans l'euro. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement,
et dans l'idéal, un certain nombre de domaines de compétences très réduits au départ dans lesquels nous aurions une compétence normative de nature, on va dire comme ça, quasi législative. C'est celle qui vous semble la plus choquante et sur laquelle il faut que nous discutions. Elle ne me semble pas choquante dans le principe, elle me semble choquante dans l'application qui était proposée. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé des périodes au minimum de 5 ans, pendant lesquelles il y aurait, bien sûr, et sur les 3 périodes, les compétences régaliennes restent régaliennes. Ensuite, nous aurions, par exemple, 2 ou 3 domaines de compétences dans lesquels nous aurions la compétence normative qui serait soumise à une évaluation contradictoire entre la collectivité de Corse et les collectivités de Corse, parce que dans le périmètre, il y a également les communes et les intercommunalités, et les services de l'État, au bout des 5 ans. Et également des compétences, celles-ci plus sensibles, dans lesquelles nous aurions un pouvoir d'adaptation directe de nature réglementaire, qui ne me semble pas être choquant sur le plan des principes. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne demanderait pas l'autorisation au coup par le gouvernement, mais on aurait une marge d'adaptation de la loi nationale sous le contrôle du juge, à l'initiative du représentant de l'État, un peu le système que nous avons maintenant. Et puis au bout de ces 5 ans, on ferait là aussi une évaluation partagée. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Si ça a bien marché, on transfère 1 ou 2 compétences du bloc numéro 2 vers le bloc numéro 1 et on fait remonter un certain nombre de compétences qui n'étaient pas encore transférées dans la compétence d'adaptation. Et on va comme ça sur 3 périodes de 5 ans qui nous amènent sur une période globale de 15 ans où on va progressivement vers une autonomie renforcée. Dans l'idéal, si ça marche bien, je pense et j'espère qu'en Corse comme ailleurs, l'autonomie peut conduire à un vrai développement économique et social, donc à la création de richesses. Si création de richesses il y a diminution des subventions de l'État. Il me semble que c'est un marché qui est gagnant-gagnant. Mais ça ne peut se faire, bien sûr, si ça ne marche pas, on arrête. On arrête le transfert de compétences, on dit là, vous avez pas été efficient, eh bien, cette compétence-là, vous ne la conservez pas, vous n'en gagnez pas de nouvelles, etc. Et ça nous permet à nous aussi de faire l'apprentissage de cette responsabilité qu'est l'autonomie. Je rappelle que là où on a mis, mais vous le savez mieux que moi, en Polynésie ou même en Nouvelle-Calédonie, même si la problématique est différente, elle est différente, mais on a mis quand même en place des sessions de formation des fonctionnaires, notamment à la légistique. C'est sûr que demain, la collectivité de Corse, aujourd'hui, elle n'est pas outillée, y compris en termes de fonctionnaires, pour produire de la norme de façon systématique. On aura besoin d'aide, on aura besoin de conventions avec des fonctionnaires d'État, on aura besoin de conventions avec l'université, on aura besoin de solliciter des avocats. Et puis il y a le contrôle de l'égalité qui est très présent en Corse. Donc moi, je crois vraiment qu'on est aux antipodes d'un chemin d'aventure ou de risque. On est dans quelque chose qui est normé, qui est sécurisé, qui a des équivalents importants dans d'autres îles, je l'ai dit, de Méditerranée, où ça fonctionne bien. On a un État, je vais en dire un mot aussi, qui a vocation à continuer à exercer, et sans doute à exercer mieux, ça ne veut pas dire de façon plus répressive, mais mieux ses compétences régaliennes. Ouais, je veux dire, moi, aujourd'hui, l'État, y compris dans la lutte contre des phénomènes, vous savez, les phénomènes de monopole, d'oligopole, dans une île, sont des phénomènes puissants. Je n'ai pas les moyens, personne aujourd'hui en Corse, aucune collectivité n'a les moyens d'aller contre ces logiques-là. Il faut, à mon avis, un engagement de l'État, et de la même façon dans le domaine de la police et de la justice. Souvent, les gens s'inquiètent, disant, il faut en dire un mot. On dit, oui, mais si à l'autonomie, ça va être la mafia, ça va être la dérégulation, etc. Ce à quoi je réponds que la situation aujourd'hui en Corse, y compris sans autonomie, n'est pas extrêmement satisfaisante. Je ne pense pas que dans un premier temps, le président de la collectivité de Corse ait envie d'ouvrir des casinos, par exemple. Non, mais bien sûr. Donc voilà, moi je pense qu'il y a de quoi identifier un chemin qui donne... Vous savez, un bon accord politique, c'est quoi? Moi je vous le dis, il faut qu'on trouve un accord politique. Un bon accord politique, c'est un accord dans lequel chaque partie considère que ce qu'elle estime essentiel est préservé. Il faut que nous trouvions un accord politique dans lequel vous, sénateurs, les républicains, attachés, comme vous l'avez dit, à l'état de droit, à la République, craignant des dérives, etc., il faut que vous puissiez considérer que ce que vous considérez essentiel est respecté dans cet accord. Et il faut que, de notre côté à nous, qui nous sommes battus, quand je dis nous, c'est génération après génération, pour
un peuple, pour une langue, pour un lien avec la terre, pour essayer d'aller vers plus d'exercice de nos compétences propres, il faut que nous considérions que l'essentiel est préservé. Pas dans l'instant, mais qu'au moins on préserve l'essentiel pour les années et pour les générations à venir. Si on arrive à ce point d'équilibre, je vais vous dire ma conviction, c'est que les choses vont aller très vite, pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Il y a en Corse, de façon plus aisée qu'ailleurs, à mon avis, une contagion de l'espoir qui peut aller très vite, parce que nous sommes une petite société. Et je vais vous dire très modestement, je crois aussi que réussir à tourner la page des conflits, des violences, des morts, des victimes, des juridictions d'exception, des veuves, des parloirs, tourner cette page-là et construire et écrire ensemble une histoire dans laquelle chacun considère que l'essentiel est préservé, je peux vous dire que ça va créer un effet d'entraînement. Nous allons éteindre tous les feux, j'en suis certain. En réalité, c'est très beau ce que vous nous proposez, tous les deux, parce que finalement, vous influez sur votre environnement et vous nous proposez une sorte d'autonomie heureuse, qu'il va falloir peut-être trouver les détails, et un laboratoire sociétal et philosophique comme la Corse a pu l'être finalement au XVIIIe siècle. Donc, allons-y. Peut-être que le public... Alors, je vous donne le programme parce qu'il est 21h15. Le public a peut-être quelques questions. Emmanuel Mercinier, membre du Conseil de l'Ordre, va clôturer 2 minutes, va faire une sorte de, comme une Berrier, critique contre critique, et on va en rester là. Et ensuite, nous pourrons aller boire peut-être un verre au 3e étage. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça a été très clair sur les sujets techniques. Deuxième question. Emmanuel. Une minute, pas davantage, pour vous remercier, monsieur le bâtonnier, d'avoir bien voulu permettre l'organisation de ce cycle de conférences, dont ce soir n'est guère que la première manifestation. Je rappelle que nous nous retrouverons le 2 décembre prochain, ici. On parlera sans doute un tout petit peu moins de la Corse. Nos confrères Raphaël Kempf et Thibault de Montbrial, notamment, devraient être présents et intervenir à la suite de monsieur le député Francis Piner et le président sénateur Francis Piner. Ça frise la diffamation. Monsieur le député Francis Piner et monsieur le président... Monsieur le sénateur, si vous ne me laissez pas finir, laissez-moi finir. Monsieur le sénateur Francis Piner et monsieur le président Gilles Simeone, que nous remercions bien sûr. Le thème nous était apparu à Marie-Hélène Fabiani et moi un peu comme une évidence quant à s'interroger sur les liens entre l'avocat et l'homme politique, la mission de l'avocat et la mission de l'homme politique. Sans doute en vous entendant, j'ai été conforté dans l'idée que notamment l'avocat, mais en particulier le pénaliste, est en prise directe avec la réalité sociale, économique et humaine qui éclaire sans doute l'action de celui qui deviendra un homme politique. Nous défendons notamment les pénalistes, des puissants, des faibles, des riches, des pauvres. Et c'est sans doute, je pense, là, cet ancrage et cette connaissance de la diversité qui notamment permet l'exercice politique par la suite. Évidemment, la volonté et la capacité de convaincre. Vous parliez, monsieur le président, d'une vérité protéiforme qui diffère en fonction du point de vue de par lequel on l'observe. Vous parliez, monsieur le sénateur, du rapport de force qu'est la politique. Évidemment, me semble-t-il, des notions qu'on retrouve dans les deux exercices. Si l'on demande à des passants dans la rue quel est le plus grand menteur entre un avocat et un homme politique, je ne sais pas quelle est la réponse, mais sans doute il n'y aura pas de troisième option. Je crois que tout au contraire, et comme le disait le bâtonnier Mario Stasi, je crois, la plus grande qualité d'un avocat, c'est le courage. Et sans doute est-elle aussi une qualité, si ce n'est la première qualité nécessaire chez un homme politique, le courage de dire des choses qui déplaisent pour pouvoir convaincre. On dit souvent convaincre, c'est plaire, mais convaincre, c'est sans doute aussi en amont déplaire. Pour pouvoir convaincre, je pense qu'il faut déplaire. Je ne vous répondrai pas, monsieur le sénateur, quant à votre position sur la question qui a longtemps animé votre débat. Les convictions radicales qui sont les miennes m'empêchent d'être partial. Je rappelle que radical, ce n'est pas extrémiste. Radical, c'est ce qui s'attache à l'essence, à la racine. En Corse, à radigado, ça veut dire radigado, ça veut dire enraciné. Et sans doute que le bilinguisme n'empêche pas de parler correctement le français. Je vous répondrai en revanche par une blague à la vôtre. Ce sont deux Corses qui parlent, Pedranto et Calumaria, si vous voulez, et qui l'un dit à l'autre, je sais comment on va
finir d'être français. J'ai trouvé la solution pour ne plus être français. L'autre lui dit, mais comment faire? Eh bien, écoute, il lui dit, on va déclarer la guerre aux États-Unis. On va la perdre, ils vont nous annexer, on ne sera plus français. Et l'autre, il dit, tu as raison, mais le problème, c'est si on la gagne. Au nom du bâtonnier, je vous invite au 3e étage à boire un verre. Autrement dit, awa, cholabe garkozinse, mais aunazera tutti. Alors, avant de monter au 3e étage, juste, je vous informe qu'il va y avoir d'autres conférences. Et la prochaine, ce sera peut-être avec Naïma Mouchou et Éric Dupond-Moretti, si on arrive à le convaincre de revenir de ses vacances. Voilà. Allez, venez, venez, venez. Elle était très bonne, hein? Comme vous êtes présenté 4 fois aux législatives, il aurait aimé que vous soyez élu, c'est pour ça que vous appelez monsieur le député. Mais finalement, il a gagné. Je me mets où là? Eh bien. Allez, Regardez-les. Oui, oui, regarde. est-ce que vous pourriez me regarder? Oui, monsieur. Merci à vous. Merci.